RMC, midi 14h, c'est Radio Brunet. Pascal Perry. Ma fille, elle n'a pas le droit d'avoir de réseaux sociaux, ni sur Facebook, ni sur Instagram, ni sur Snapchat, ni sur Twitter. Je pense qu'à 12 ans, il faut protéger ses enfants. Qui parle ainsi, à votre avis? Tu le sais, toi, Stephen? La fouine. La fouine? La fouine, oui, ça vous dit quelque chose, c'est pas un petit Le animal? rappeur? Oui, le rappeur, c'est ça. Hein. Le rappeur, il dit, bah non, voilà, moi, mes gosses, à 12 ans, bah, ils vont pas sur les réseaux sociaux. On parle de ça, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir sur nos enfants, sur leur vie, j'allais dire même qu'ils nous contrôlent. Ils nous contrôlent nous-mêmes. On en parle avec Nicolas Godmet. Nicolas Godmet, il est avec moi en studio. Il est venu avec son bouquin, La fin des idoles. Bon, on vous a raconté un peu l'idée qu'il y a autour de ce roman. Et puis, c'est l'occasion pour nous d'échanger sur l'influence de ces réseaux sociaux. François nous appelle de Nantes, où il est cadre commercial. Bonjour, François. Oui, bonjour Pascal. Alors, dites-moi, vous avez une autre application des réseaux sociaux, enfin, vous voulez parler d'une autre application qui peut être utile? Oui, alors ce que je voulais dire déjà, c'est que par rapport au sujet évoqué aujourd'hui, oui. Donc les enfants, je pense que moi, dans le cadre de mon travail, je vais vous donner 2-3 exemples, Pascal. Vous allez, alors je vais donner un nom, le groupe Accor, oui, donc moi je me déplace beaucoup dans les hôtels. Eh bien depuis quelques années maintenant, vous avez plus de journaux. Vous aviez avant des journaux mais papier, et maintenant on vous propose simplement de vous proposer une tablette et on vous donne un code d'accès. Et vous avez accès à une espèce de revue de presse. Exactement. Et vous avez accès à tous les journaux dont vous souhaitez. Et puis donc, par rapport à ça, quand vous avez des enfants avec vous, moi j'ai 2 filles. Quand on se déplace éventuellement donc en vacances, on va dans les hôtels, etc. Eh bien, elles utilisent leur smartphone et puis elles se connectent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième exemple que je voulais donner, Pascal, c'est alors, vous qui êtes plutôt pour le nouveau monde, qui êtes plutôt pour la libéralisation de l'économie, je m'en cache pas, voilà, je trouve que quand vous avez besoin d'un bouquin, par exemple, votre invité, là, il a un bouquin, j'ai peut-être pas le temps d'aller dans une librairie, qu'est-ce que je vais faire, Pascal? Je vais me connecter sur Amazon, quoi. Donc, je pense que les réseaux sociaux, comme vous le disiez tout à l'heure... Amazon n'est pas un réseau social. Moi aussi, qui achète des bouquins universitaires, des bouquins de fond, je ne les trouve pas chez le libraire du coin, je les achète sur des sites en ligne. Mais ça, c'est pas un réseau social. Non, mais c'est un petit peu la dérive, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un ordinateur, à partir du moment où vous avez un smartphone, à partir du moment où finalement vous avez les outils, vous allez un tout petit peu plus loin, quoi. Et je crois qu'il faut... il faut pas banaliser les réseaux sociaux. Moi-même, je me suis créé un site internet dans le cadre de mon travail. Je suis aussi sur Facebook. Je suis aussi sur certains sites de communauté. Alors après, effectivement, il faut pas y passer des jours et des nuits. Non, c'est ça. Mais je crois que c'est quand même la réalité d'aujourd'hui qui fait que à un moment donné, on n'ira pas contre ça. Il faut juste non, mais attendez, François. Moi, je pense que c'est. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que c'est sans retour. C'est-à-dire que on ne dira jamais, jamais. Il faut jamais dire jamais. Mais néanmoins, on voit mal comment l'humanité pourrait revenir en arrière. D'autant, Nicolas Godmet, que on a 4 milliards d'internautes. On est 7 milliards et demi, à peu de choses près. Vous avez plus de la moitié de l'humanité qui dispose d'un outil qui n'existait pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Les entreprises là dont on parle, alors Apple pour le matériel, le dur, mais les réseaux sociaux, Facebook et tous les autres n'existaient pas il y a ne serait-ce que 20 ans. Donc on est dans une marche en avant, il faut vivre avec. Ah évidemment, il faut vivre avec. Moi je crois que le grand sujet, c'est une prise de conscience, et c'est aussi à ça que sert cette émission, par exemple, de prendre conscience qu'il peut y avoir des excès, et pour contrer ces excès. Alors moi, j'explore dans le roman différentes solutions, dont certaines peuvent aller très loin, qui utilisent les neurosciences, qui sont peut-être un peu futuristes. C'est ça qui a été passionnant, dans ce que vous avez écrit, c'est qu'il y a un rapport avec les neurosciences. C'est-à-dire, c'est pas gratuit. C'est pas simplement des images, un écran, un hardware, du software, de l'intelligence.
c'est des neurosciences. Ça parle à notre esprit et même à notre inconscient. Exactement, parce qu'en fait, le personnage clé du roman, donc Lynn, elle a souffert de cette société médiatique, avec des grandes marques de réseaux sociaux. Et du coup, elle essaie de la renverser. Et ce qui l'exaspère le plus, c'est justement les techniques de neuromarketing qui sont utilisées par les géants. Et du coup, c'est un peu comme David contre Goliath ou comme une prise de judo. Elle va tenter d'utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber. Et donc, elle va utiliser les neurosciences pour essayer de renverser le système médiatique. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, tiens, les neurosciences sur l'usage des réseaux sociaux? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que y a plein de techniques qui utilisent la façon dont fonctionne le cerveau pour nous scotcher le plus longtemps possible. Premier exemple, quand où on construit une application. Donc il y a l'idée de la récompense. Il y a l'idée de la récompense progressive, très important, et ce qui va générer de la dopamine, etc. Deux, il y a l'idée de l'aléatoire. La dopamine, c'est l'hormone du bien-être. Non, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le circuit de récompense du cerveau. Récompense, voilà. Et donc qui est utilisé dans tout ce qui fait plaisir, et aussi dans les drogues. C'est très important dans les mécanismes de drogue. Il y a le côté aléatoire, et on sait bien que, par exemple, dans le jeu d'argent, ce qui plaît, c'est le côté je ne sais pas si je vais avoir la récompense ou pas. Et donc le fait d'anticiper la récompense, ça participe aussi de la construction de l'addiction. Et puis il y a le côté viral aussi qui est très utilisé dans les donc j'ai, je sais pas, 500 amis, 600 amis, 300 likers, l'objectif c'est d'en avoir 1000, et c'est ça qui agite un peu la dopamine, hein, comme vous le dites. Exactement, c'est ça qui alimente le circuit de la récompense. Et donc c'est un peu, c'est ça qui est inquiétant. Oui, voilà, ça c'est inquiétant parce que ça crée des addictions. Et puis il y a d'autres phénomènes, parce qu'on parlait beaucoup d'excès tout à l'heure, mais même pour le commun des enfants, le fait de voir en permanence des photos de ses amis hyper léchés, parce que quand on poste une photo sur Instagram, en fait on a pris 200 photos et on a choisi la meilleure avec le meilleur éclairage. Ça crée un monde virtuel. Et voilà. Et donc si on fait pas ça, on se sent moche, on se sent moins bien, etc. Et ça a été mesuré. Ou ça crée un monde qui n'est pas idéal, tout simplement. Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Les parents, on l'a dit, ont un rôle à jouer. Alors, j'ai une formule peut-être un peu provocatrice. Aujourd'hui, je dis que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir sur vos enfants. C'est aussi pour attirer l'attention des parents. Est-ce que tout le monde en est conscient ? Écoutez, non, malheureusement, non. Il y a qu'à se promener régulièrement sur Facebook, par exemple, pour voir le nombre de photos qui sont publiées, y compris de photos in utero, c'est-à-dire que des parents qui créent des identités numériques à leurs enfants avant même qu'ils ne soient nés, pour s'en rendre compte. Donc non, tout le monde n'est pas conscient, mais je rejoins un petit peu ce que disait à l'instant Nicolas, à savoir... Il y a aujourd'hui des choses qui existent et dont on sait très bien qu'ils sont construits et conçus pour nous rendre complètement addicts. Si on prend le nom d'un célèbre jeu qui est comme Candy Crush a été uniquement créé pour rendre les gens complètement addicts. Et il n'y a qu'à voir... Et ça marche ? Oui, ça fonctionne très très bien. Donc maintenant, il faut être conscient de tout ça, et il faut surtout que les parents et les parents qui nous écoutent soient attentifs eux-mêmes à leur propre comportement, mais aussi à veiller à un accompagnement adéquat pour leurs enfants dès le plus jeune âge. Et ça passe par tout simplement des comportements adaptés en famille, essayer par moment de bannir les écrans, le téléphone mobile, par exemple lors de moments clés et conviviaux comme un repas de famille. Mais Thomas, je voulais vous poser cette question. Est-ce que tous les parents ont toutes les armes pour faire ça ? Si on raisonne, moi le discours que j'entends souvent lorsque je fais des conférences un peu partout, c'est un discours un peu défaitiste et très stigmatisant sur les outils. Et si on recentre les choses au niveau d'un enjeu d'éducation, on a tous en nous les capacités à un moment de mettre des limites, de dire stop. Encore faut-il le vouloir. Je pense que tout le monde peut tout à fait mettre des limites. Maintenant, il faut aussi remettre les choses en perspective par rapport à une société qui, il est vrai, a souvent tendance à mettre les enfants sur un piédestal et à en faire un petit peu des petits dieux à notre place. Des petits dieux, en effet. Bon, merci beaucoup Thomas Romer, président de l'Observatoire de la parenté et de l'éducation numérique. Nicolas, je ne vous demande pas comment se termine votre roman, mais ça se termine bien ? Ah, ça c'est au lecteur de se forger son opinion. Il y a plusieurs interprétations possibles pour la fin. Je l'admets. Voilà. Il y a beaucoup d'interprétations possibles du bien. Est-ce que les réseaux sociaux, précisément, ont fait évoluer la représentation du bien et du mal ? Il y a des choses qu'on n'aurait pas osé faire il y a 15 ou 20 ans.
Ce qui est sûr, c'est qu'on observe de plus en plus, on parlait de pornographie tout à l'heure, pour attirer l'attention, il n'y a rien de mieux que d'exciter nos désirs primaires, donc le sexe, la violence, le trash. On voit pas mal de vidéos de clash sur YouTube parce que ça fait tout simplement des vues. C'est même un titre. Clash, c'est même un titre. X versus Y, quoi. Oui, tout à fait. C'est devenu un mot générique, quoi. Voilà. Et du coup, pour créer cette audience, ces vues, il y a une espèce d'exacerbation permanente de nos désirs les plus primaires. Et ça, c'est ça que je trouve dommage. Et donc, parents, et ça, c'est un des risques. Parents, vous dites comme moi, parents, soyez un peu vigilants, non ? Soyez vigilants, parlez, expliquez surtout, accompagnez et montrer l'exemple. C'est-à-dire au dîner, effectivement, sortez pas machinalement votre smartphone pour consulter. Très bien.